On croit toujours que ça n'arrive qu'aux autres. Pourtant, on peut se retrouver parmi les victimes d'un attentat ou d'une catastrophe naturelle. Gerda et son mari sont des rescapés du fameux crash aérien de Mulhouse en juin 1988. 7 ans après, ils venaient dans Bas les masques témoigner de ce long parcours de reconstruction et du bonheur retrouvé. Alors pour vous présenter, Gerda et Fernand, tous les deux, vous êtes mariés. Oui. Vous avez 2 enfants. Oui. Vous tenez un tabac, vous êtes buraliste. Oui, buraliste. Donc vous avez travaillé ensemble jusqu'au moment de l'accident. Alors vous étiez tous les deux dans l'Airbus A320 qui s'est écrasé donc à Mulhouse. Mulhouse Absheim, oui. Voilà, lors d'un meeting aérien. Voilà, le 26 juin 88, oui, c'est-à-dire la veille. Oui. De l'accident de la gare de Lyon. Oui. C'était des catastrophes en chaîne. Et vous avez été donc brûlé, moitié, oui, visage et corps. Oui. Et je crois, Fernand, c'est votre mari, donc oui. Fernand, qui vous a sauvé. Oui, c'est grâce à lui. Je vais peut-être vous raconter la raison pour laquelle on s'est trouvés dans cet avion. Oui. C'est par un concours de circonstances. J'ai gagné en faisant une vitrine avec des images. J'ai eu 2 billets pour monter dans cet Airbus et j'avais une terrible appréhension. Puis on y est quand même allé. Et c'est vrai que nous avons tous senti venir. Cette peur était là, c'était tout simplement terrible, ce qu'on peut vivre dans des moments pareils. Et le destin, on dira la fatalité, le destin, j'étais placée à l'issue de secours. Et c'est par là qu'ont pénétré les flammes, qui m'ont embrasée, qui ont chauffé la boucle de ma ceinture de sécurité, que je ne pouvais plus faire fonctionner normalement. J'avais essayé quelques minutes auparavant. Et j'avais très bien compris que j'étais prisonnière. Et c'est vraiment par le courage de Fernand qui m'a tiré par-dessus pendant que je flambais. Et ce que je ne pourrais jamais oublier, c'est les bruits de ma peau qui grésillaient, comme lorsqu'on met un steak dans de l'huile. Et ce qui a suivi par après, la course folle dans cette forêt qui a attisé la descente de ce feu, puisque le kérosène m'a brûlé au 3e degré à 25%, donc sur tout le côté droit de mon corps, et à 30% au 2e degré. Vous savez, ce n'est pas beaucoup à côté d'autres brûlés. Mais ça m'a suffi. Et surtout de penser que mon visage était brûlé. Vous vous êtes aperçu, vous, que votre femme était autant brûlée? Ah oui, j'ai aperçu de suite. C'est-à-dire, dans l'avion, elle brûlait, donc j'ai essayé de l'éteindre, de tirer de son siège. Et on a vu qu'elle était très gravement blessée et brûlée. Alors, on a vu de suite. Vous dites que vous avez couru. Parce que ce qui était important, c'était de vous éloigner de l'avion. Les premiers sauveteurs nous prévenaient, courez, l'avion peut exploser à tout moment. Fernand m'avait poussé dans le couloir en poussant également les gens qui étaient à la porte et qui étaient paralysés par la peur. Et Fernand m'a jeté dans le toboggan, alors que lui, il a sauté à côté du toboggan puisqu'il n'y avait plus de place. Et c'est là que les premiers sauveteurs nous ont crié, courez, puisque l'avion peut exploser à tout moment. Et alors là, vraiment, commencé la vraie souffrance. Alors avant de poursuivre, on va regarder justement quelques images du crash de Mulhouse. Ce devait être une fête, c'est devenu une tragédie. Lors d'un meeting aérien près de Mulhouse, un Airbus A320 de la compagnie Air France, avec 129 personnes à bord, doit faire un court vol de démonstration. Des milliers de spectateurs, rassemblés sur l'aéroport d'Absheim, voient l'avion survoler la piste sans prendre d'altitude et s'écraser dans la forêt qui s'étend au-delà, après avoir accroché la cime des arbres avec son train d'atterrissage. Les ailes sont arrachées, le cockpit éventré, l'arrière déchiqueté. Très vite, un incendie se déclare à bord. Ce crash a eu lieu le 26 juin 1988. Il a fait 3 morts, dont 2 enfants et une 50aine de blessés. Est-ce que vous, ces images, vous les aviez déjà vues? Est-ce que vous avez eu envie de les voir? Je ne pouvais pas, puisqu'en chambre stérile, il était hors de question que je regarde quoi que ce soit qui puisse ramener à mon esprit toutes ces souffrances du moment, puisque c'est vrai, pendant les 6 semaines de séjour en chambre stérile, j'ai vécu le cauchemar toutes les nuits. Le jour, il y avait la présence donc médicale, la présence de ceux que j'aimais, mais la nuit, j'étais toute seule et c'est là que c'était l'horreur. Alors vous, Gerda, vous avez passé 3 années d'enfer à souffrir. On sait que les grands brûlés souffrent atrocement. Oui. C'était, vous pensiez à quoi? C'était vivre, vous battre, retrouver l'intégrité de votre corps? Vraiment, vraiment. Je crois que pendant 15 jours, j'étais dans l'inconscience. Quand je me suis réveillée, j'ai réalisé que j'étais une momie. J'ai réalisé aussi que mon visage a été greffé. Et pour moi, ce qui comptait, c'était mon visage.
Et a commencé pour moi à ce moment-là un combat vraiment ferme. D'abord la vie, survivre, accepter ce qui m'était arrivé, survivre à mes souffrances, à mes anesthésies, aux contraintes qu'on était en train de m'apprendre. C'est-à-dire lesquelles? Oh là là, il y a des contraintes inimaginables. D'abord, les vêtements compressifs que j'ai portés 21 mois, jour et nuit, été comme hiver. Voilà, il fallait que je porte des compressions, des masques en plastique, comme tous les brûlés touchés au visage. Pendant combien de temps? 2 ans et 5 mois. 2 ans et 5 mois, donc ce sont des masques avec des trous pour manger, voilà, respirer, retenus avec des sangles qui ont été faits d'après le moule de mon visage qui était plâtré. Ça aussi, c'est une épreuve terrible. Et ces masques, je les ai vraiment portés avec une envie de réussir. Je voulais plus tard être un témoin pour une autre femme brûlée, pour lui dire, eh ben voilà, si tu fais pendant les 2 premières années tout ce que j'ai fait et que doit faire le brûlé, donc porter des vêtements compressifs pour aplatir, assouplir ma peau, notre peau de brûlé, la minerve, les gants, le masque, ça nous permet d'aplatir les greffes qui ont été donc faites du côté droit, ainsi que les cicatrices en hypertrophie. Et puis naturellement, il a fallu aller également en cure. J'ai découvert un autre monde de souffrance. Et c'est là-bas que, vous savez, j'ai toujours remercié Dieu d'être restée en vie avec Fernand, ainsi que les autres passagers. Vous étiez croyante auparavant, vous l'êtes devenue à la suite de l'accident? J'ai une éducation religieuse, comme nous l'avons toutes. Et c'était un choix. C'était mon choix dans la souffrance. Soit je baissais les bras et je suppliais la vie de rester, de me garder. Et de me poser la question, pourquoi moi? Pourquoi j'ai été brûlée? Pourquoi je suis la seule brûlée de l'avion? Ou alors je montais mon cœur, mon esprit et mes prières vers le ciel en disant, aide-moi à supporter mes souffrances du moment et mes incertitudes du lendemain, puisque je ne savais pas, Mireille, qu'un jour je serais comme je suis aujourd'hui devant vous. Vous n'avez jamais perdu espoir? Non. C'est parce que vous avez eu cette foi en Dieu? Et c'est vrai que là-bas, vraiment, le combat tout de suite démarré. Je voulais survivre, je voulais revivre, et puis je n'avais pas le choix. Et mes médecins m'ont vraiment fait comprendre la valeur de ma bataille. 6 mois, je commençais à pleurer, à penser à mon enfant qui me manquait, ma fille qui avait 11 ans à ce moment-là. Il me disait, vous avez la chance d'avoir votre mari et votre fils devant cette fenêtre. Il faut que vous fassiez abstraction de tout votre passé. Il ne faut plus penser qu'à une chose, que vos greffes tiennent, et à votre morale. Parce qu'à partir du moment où vous vous mettez à pleurer, à penser à tout ce que vous ne pouvez plus faire, de ce qui vous attend, vos greffes ne tiendront pas. Elle a compris, votre petite fille, ce qui vous arrivait? Elle est en train de comprendre. C'est maintenant que nous nous sommes enfin retrouvés. Elle a vécu de 11 ans à 14 ans, un cauchemar aussi pour cet enfant. J'imagine, parce que quand vous vous décrivez, vous étiez complètement, effectivement, comme une momie. Donc le contact physique, pratiquement, n'avait plus lieu. Et surtout, je n'oublierai jamais quand elle venait par moments avec ses jeux et elle me disait, maman, Séverine, je ne peux pas, j'ai mal. Séverine, je vais chez le sophrologue. Séverine, je vais en rééducation. Séverine, le médecin arrive. Elle a dû vivre un enfer parce qu'elle a aimé ma façon d'être d'avant. Donc elle a dû accepter une maman tout à fait différente. Vous lui avez beaucoup parlé dans ces moments-là où vous ne pouviez pas? Non, je ne pouvais pas. Je n'étais pas du tout comme je suis maintenant. C'était pour vous essentiel qu'il y ait votre famille près de vous? Oui, c'est une grande chance. D'ailleurs, on me dit toujours que j'ai la chance d'avoir un mari pareil. C'est vrai que sans lui, je n'aurais pas tenu. Et l'aide à ce moment-là, chacune se rattache à des forces. Et je me suis rattachée à l'amour, à l'amitié, à la musique, à la nature. Je vois tout avec d'autres yeux. Est-ce que vous avez le sentiment, vous, d'avoir été transformée, ou que votre vie l'a été, mais vous, intérieurement, est-ce que vous avez été transformée par cet accident? Oui. Et je vais peut-être vous étonner en vous disant que maintenant, avec du recul, 6 ans et demi après, je ne regrette rien. Alors, vous avez écrit un livre aux éditions du Cerf qui s'appelle La vie quand même. Oui, Airbus A320, La vie quand même. Voilà. Et c'était pour exorciser? Au départ, non. Puisque l'envie d'écrire m'est venue dans ma chambre stérile. Au réveil de mes anesthésies. Ah, tout de suite? Tout de suite. Je me suis dit, il faut qu'un jour je puisse écrire. Et vraiment, ce qui m'a transformée, c'est l'écriture de mon livre. Donc, en fin de compte, maintenant, on me dit que c'était une psychothérapie, mais personne ne m'a conseillé. C'était mon besoin d'informer.
J'ai commencé à écrire en octobre 88 quand je suis rentrée du centre de Sainte-Foy-l'Argentière jusqu'en mars à La Roche-Posay. J'ai terminé mon livre en mars 90, mais je n'ai pas vu passer le temps. Il m'a aidé à supporter mes souffrances, mes contraintes, de penser que mes amis allaient en vacances, que la vie continuait, que le soleil m'était défendu, que je souffrais, mes démangeaisons, mes contraintes. Non, mais il y a des moments où je me demande comment j'ai fait pour supporter tout ça. Et ce livre, c'est comme un enfantement, c'est comme un enfant que j'ai porté. Alors, est-ce que c'est votre combat aujourd'hui, justement, puisqu'on sait que tous vos droits d'auteur vont aux enfants brûlés? Oui, j'ai des petits protégés. Eh ben, leur sourire et le sourire des parents, des gens qui ont des problèmes de finances. Et si moi, par cet argent, je peux aider, mais ça me met du baume sur mes souffrances. Est-ce que, comme Jean-François, vous avez eu envie de rencontrer des familles de victimes, de parler avec des accidentés? Est-ce qu'il y avait ce besoin de partage avec ceux qui ont vécu la même chose? Oui. Eh bien, c'est vraiment incroyable de vous dire non. Fernand et moi, au début, nous avons dû nous en sortir en nous épaulant l'un l'autre, d'accepter ce combat. Comme je suis la seule brûlée de l'avion, comment aurais-je discuté avec quelqu'un qui s'en est sorti avec une souffrance différente? D'accord? Il n'y a pas de différence. La souffrance, on est à égalité. Mais j'ai vécu pendant 3 ans vraiment dans un tunnel que je devais passer moi toute seule. Alors, qu'est-ce que ça m'aurait apporté de rencontrer d'autres personnes? Ça ne m'aurait que ramené des souvenirs de ce que j'avais travaillé en sophrologie pour évacuer. Et si je n'avais pas pu évacuer ces images du crash, j'aurais pas pu accepter mon vrai combat, qui est un combat de brûlé. Alors, Gerda, lorsque vous parlez de votre combat de grande brûlée, mais on a le sentiment que donc, finalement, l'accident, à un moment donné, est complètement évacué. Jamais vous ne vous êtes retourné par rapport à vis-à-vis de la compagnie, où vous avez pensé au pilote, enfin vous avez eu la rage, vous avez eu envie de... Non, jamais. Puisque j'ai compris qu'on ne peut pas guérir, qu'on ne peut pas prier et demander la guérison si dans son cœur on cultive la haine, la révolte. J'aurais pu en vouloir au commandant, j'aurais pu en vouloir. Moi je dis que c'est une grâce, ça c'est vraiment personnel je crois. Elle est vraiment très différente, votre femme? Elle a changé, oui, c'est vrai. Comme on dit, elle s'exprime davantage et puis elle a un autre but. Son but, c'est maintenant son livre, c'est ses amis et c'est logique. Et l'amour. Et l'amour, bien sûr. Oui. Oui. Je suis devenue, pardon Fernand, plus tolérante, mais plus dure aussi, plus exigeante. Je suis peut-être plus ouverte, plus aimante. Je pardonne certainement plus facilement. Je comprends mieux et je sens mieux l'autre. Est-ce que vous avez le sentiment, vous, d'une renaissance? Oui, entière. Mais à tout point de vue, au point de vue de l'amour, au point de vue de la foi et au point de vue de cette nouvelle vie qui m'a été offerte. Je n'ai que 6 ans et demi. C'est vrai, quand on me demande comme ça, oui, vrai je n'arrive pas à dire mon âge puisque je ne le ressens pas. Je suis une nouvelle femme. C'est pas que je renonce à ma vie d'avant, mais j'ai tellement dû tout axer sur ma nouvelle vie, sur ce nouveau départ, que pourquoi que je reviendrai avec le passé? Alors pourquoi revenir avec mes souffrances? Moi, je suis là pour dire à quelqu'un d'autre qui est en train de se battre, accroche-toi, elle vaut la peine d'être vécue. Vous apparaissez dans l'une de nos vidéos, vous voulez témoigner de nouveau, n'hésitez pas à me joindre en m'envoyant un mail à contact@mdprod.com. N'hésitez pas à vous abonner, ça ne coûte rien, et à commenter les vidéos.